Marcel Kabanda, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et président de l'association Ibuka qui représente les victimes du génocide des Tutsis au Rwanda. Pour rappel, il y a 30 ans, entre le 7 avril et le 17 juillet 1994, entre 800 000 et 1 million d'hommes, de femmes et d'enfants, principalement Tutsis, ont été massacrés par un régime d'extrémistes Hutus. Peut-être pour commencer, rappeler quel est le point de déclenchement de ce génocide et quelle proportion de la minorité Tutsi a été tuée il y a 30 ans. Oui, alors nous avons commencé le 7 avant-hier le cycle de la 30e commémoration de ce génocide qui a coûté la vie à plus d'1 million d'enfants, de femmes et d'enfants du 7 au 4 juillet 1994. Alors, quelle est la proportion de Tutsis assassinés au Rwanda? C'est plus de 75% des Tutsis du Rwanda sont assassinés. Quel est le point de départ? Le point de départ, il y a une étincelle, bien sûr, c'est le fameux attentat, mais le point de départ, l'origine, le ressort, c'est le racisme qui sévit au Rwanda depuis le début du XXe siècle et en particulier depuis les années 1959. Justement, c'est tout un appareil génocidaire qui s'est construit dans les années qui ont précédé. Comment ça s'est manifesté très concrètement ? Comment ça se manifeste l'installation ou le caractère raciste de ce régime dès les années 60, c'est que le régime confond l'idéologie qui est au cœur de la République du Rwanda indépendant, c'est celle d'un peuple majoritaire qui serait les Hutus, majoritaire et propriétaire du Rwanda, et d'une minorité qui serait venue d'ailleurs, qui sont des Tutsis, une minorité non seulement venue d'ailleurs, mais agressive, arrogante, conquérante. Voilà, c'est cette opposition entre un peuple naturel et une minorité d'étrangers, une minorité qui n'a pas de place, sauf si elle accepte de courber les chines. Manifeste concrètement, c'est qu'une partie des Tutsis se trouve exilée dans les pays voisins, le Burundi, le Congo, l'Ouganda. Et ceux qui restent à l'intérieur sont souvent victimes constamment de discrimination. Il y a ce que l'on appelle les quotas ethniques pour accéder à l'école, à l'emploi, etc. Et à côté de ces discriminations qui sont opérées tous les jours dans tous les services, il y a des pogroms. Le premier plus important pogrom visant les Tutsis au Rwanda a été commis en décembre 1963, le jour de Noël même. Il a fait entre 8 et 10 000 morts en une semaine. Puis, il y a eu de nouveau des purges, ce qu'on pourrait appeler une purge assez importante, parce qu'elle a touché notamment les jeunes qui étaient des collégiens, des lycéens, ou bien des gens qui étaient des employés ou de l'État ou des sociétés privées en 1973. Alors, les purges vont se poursuivre au cours des 3 années qui ont précédé le génocide, entre 90 et 94, pendant cette période où le gouvernement rwandais était confronté à la guerre déclenchée dans le nord du pays par les fils d'exilés qui, fatigués ou épuisés de vivre à l'exil, souhaitaient rentrer dans leur pays. 30 ans après, où en est le travail de mémoire sur place au Rwanda ? 30 ans après, le travail de mémoire, le Rwanda a travaillé sur beaucoup de sujets et pour beaucoup de questions, et notamment sur la mémoire. Alors, vous trouverez au Rwanda, dans l'espace, partout où il y a eu de grands massacres, sur des scènes de grands massacres ont été érigés des mémoriaux. Alors, à l'origine, ce sont des lieux où sont rassemblés les corps des victimes qui étaient restés sur le lieu des massacres ou jetés n'importe comment dans les fosses communes. Donc, ces corps ont été rassemblés dans des lieux qui étaient protégés,
où ils pouvaient recevoir l'hommage des leurs, des rescapés du monde. Alors, à côté des mémoriaux, il y a cette journée de commémoration qui est une journée nationale, le 7 avril. Alors, le 7 avril, il y a une commémoration officielle. Et puis après, pendant les 100 jours, les commémorations se font à peu près dans l'ensemble du pays. Partout, les gens s'organisent. C'est pas partout, il y a eu des massacres, mais c'est là, il faut s'organiser. On ne peut pas organiser une commémoration tout seul. Les gens se mettent ensemble et organise une cérémonie de commémoration. Et puis il y a les témoignages. Alors la récolte des témoignages. Les cérémonies de commémoration sont l'occasion d'entendre les rescapés. Et puis aussi à d'autres occasions où ces dernières années, il y a eu un travail de récolte un peu plus systématique qui visait notamment les personnes âgées et seules. Donc, parce que il y a des familles entièrement disparues au Rwanda, des familles entièrement éteintes, mais il y en a d'autres dont il est resté un individu, une personne, une femme, une veuve, un veuf. Et de ces personnes-là, dernièrement, il y a eu un programme de récolte de témoignages les concernant. La responsabilité de la France. La France aurait pu arrêter le génocide, mais n'en a pas eu la volonté. Ce sont les premiers mots, dans un premier temps, à communiquer l'Élysée. Puis dans la vidéo diffusée par Emmanuel Macron lors des cérémonies du 7 avril, justement, ces mots n'ont pas été prononcés, mais il est revenu sur sa reconnaissance de 2021, sur ses responsabilités françaises. Est-ce que, pour vous, aujourd'hui, cette reconnaissance française, elle est suffisante ? Est-ce qu'elle est suffisante? Au fond, la reconnaissance, c'est difficile de dire elle est suffisante ou pas suffisante. Bon, on va dire, au-delà de ce débat sur des paroles dites ou des paroles non dites, ça renvoie à une discussion sur la manière dont l'Élysée organise sa communication. Ça nous intéresse. Ça intéresse peu cette question du génocide. Ça peut intéresser les Français, c'est normal, mais ça intéresse peu finalement le débat sur le génocide des Tutsis. Pour le génocide des Tutsis, je pense que la déclaration de 2021 et puis le rapport du Clerc qui a suivi comporte suffisamment d'éléments. Si on parle de responsabilité lourde et accablante, il y a déjà une reconnaissance. Après, est-ce que la France aurait pu, je pense qu'on peut effectivement discuter de cette question. Oui, dès 90, elle sait, on a ce témoignage du général Jean Varey qui est quand même un homme important et dont c'était la responsabilité d'organiser la coopération avec les États africains et qui apprend de la bouche même du chef d'état-major de la gendarmerie que les armes qu'il demande et qu'il souhaite, c'est pour exterminer les Tutsis. Et donc, il apprend, il le dit. Et je pense que c'est à ce moment, on est déjà en 90-91, que quelque chose aurait pu se faire pour amener l'État rwandais à une meilleure considération de sa population, ou alors pour arrêter toute coopération avec un État qui pratiquait le racisme, qui était très autoritaire et qui affichait clairement des intentions génocidaires. Martial Kabanda, il nous reste 1 minute. Je voulais juste vous poser une dernière question. Vous avez à Ibuka un partenariat avec le Mémorial de la Shoah. Petit Pays est d'ailleurs projeté au Mémorial ce soir. Pour vous, il est important ce dialogue de mémoire. Et je crois qu'il y a un travail aussi sur les archives que vous faites avec le Mémorial. Oui, il y a un travail que nous faisons depuis 20 ans avec le Mémorial de la Shoah. Ça a été très important pour nous parce que le Mémorial de la Shoah nous a donné cet espace de communication, pour informer le public. Et vous savez, à la 20e commémoration, le Mémorial de la Shoah fait une exposition des vêtements et des outils même de mise à mort. Donc ça a permis vraiment d'informer le public assez largement. Mais ce travail de dialogue de mémoire que nous faisons avec le Mémorial de la Shoah, avec les associations arméniennes, je pense qu'il est très important pour ne pas entrer dans la concurrence des mémoires. Et en plus, il est très important par rapport à l'objet même de notre travail qui est finalement de cette universalité de l'humain. Merci beaucoup, Martial Kabanda, d'avoir été notre invité ce matin sur RCJ. Vous êtes historien et président de l'association Ibuka. C'est moi qui vous remercie.